Alors, c'est un honneur de parler de vin en pays vineux. Et je voudrais ce soir vous convaincre que le vin est un monument offert à nos sens, et que les briques de ce monument, ce sont les tanins. Effectivement, dans le vin, qu'il soit rouge ou qu'il soit blanc, il y a des tanins, et ces tanins, c'est eux qui vont construire l'interaction des vins avec nos sens. D'abord, le premier sens, c'est celui de la vue. Le vin, c'est avant tout une robe, c'est une couleur, un aspect qui doit beaucoup aux tanins, qui doit beaucoup à des tanins colorés. Les vins rouges sont colorés par des tanins qu'on appelle les anthocyanes. Vous les connaissez parce que c'est ce qui colore aussi les fleurs, et puis ça colore aussi pas mal de fruits, avec des tons qui vont du rouge au bleu, violet, selon l'acidité et les métaux qui sont présents aux côtés de ces tanins. Mais les vins blancs qui ne sont pas blancs, vous avez remarqué qu'ils sont en fait vert jaune à jaune, eh bien, ils sont également colorés par des tanins, les flavonoïdes et la quercétine. Et les vins blancs doivent aussi leur couleur à ces tanins, une couleur que là encore vous connaissez de tout un tas de fleurs et tout un tas de fruits qui sont également colorés par les flavonoïdes. Alors, ces couleurs du vin remontent en fait aux couleurs, bien sûr, du raisin, qui peut lui-même être noir ou rouge ou blanc. Dans un raisin blanc, il n'y a que des flavonoïdes et de la quercétine, de la chair jusqu'à la peau. Dans un raisin rouge, la couleur rouge, les anthocyanes sont dans la peau seulement. La chair est blanche. Et là, vous commencez à deviner comment faire un vin rouge ou un vin blanc. Si vous pressez rapidement un raisin, qu'il soit rouge ou blanc, de toute façon, il va vous donner un jus clair et jaune, ça vous donnera un vin blanc. Oui, il y a des vins blancs qui sont faits avec du raisin rouge. Les champagnes, par exemple, sont souvent faits avec du pinot noir. Si par contre, avant de presser, vous laissez macérer la peau d'un raisin rouge, vous allez extraire la couleur, et d'ailleurs, pas que la couleur, mais tout un tas d'autres tanins qui vont faire le reste de l'histoire, mais ne nous embrouillons pas. Déjà, pour la couleur, il y a des variantes qui sont possibles. Il y a des variantes. Vous pouvez faire tremper votre peau pas trop longtemps, et là, vous allez obtenir tout le dégradé qui va d'un vin gris à un vin saumonné, à un vin rosé, à un clairet. Ça, c'est la galaxie des rosés. Et puis, il y a aussi une solution qui est peu connue, bien qu'elle soit vraiment la façon ancienne de faire les vins à partir de raisins blancs, c'est de faire tremper la peau du raisin blanc. Et quand on la fait tremper, on extrait quand même des composés qui sont légèrement beige, orangés. On obtient un vin qui a une couleur un peu plus soutenue. C'est les fameux vins orange. À déguster, si vous ne connaissez pas, ça revient à la mode. Comme tout ce qui est à la mode, c'est un peu cher, mais bon. Les tanins, qu'est-ce que c'est que les tanins? Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle de tanins, mais qui sont ces tanins? Les tanins ont la caractéristique d'avoir dans leur formule chimique, et là vous en avez quelques-unes parmi les 9000 tanins qu'on connaît, ils ont la caractéristique d'avoir une ou plusieurs fois dans leur formule chimique un groupement qu'on appelle un groupement phénol, c'est-à-dire quelque chose qui est fait à partir d'un cycle benzénique, cette espèce de cycle à cette espèce d'hexagone, et une fonction alcool. Et il y a ça une ou plusieurs fois, et c'est ça qu'on appelle les tanins en général. Et justement, le cycle benzénique absorbe les longueurs d'onde de la lumière qui nous entoure, mais pas toutes. Et donc, selon ce qui entoure le phénol, eh bien, il absorbe telle ou telle longueur d'onde, et donc, il est jaune, ou rouge, ou bleu, ou d'ailleurs parfois incolore. Dans ces cas-là, il absorbe l'UV, mais c'est tout. Alors, ces tanins, ils ont une autre caractéristique, c'est qu'ils portent donc des phénols, et ces phénols peuvent réagir avec l'oxygène, on dit que c'est une oxydation en fait, pour donner des quinones. Et ça, en termes de couleur, c'est important, parce que autant les phénols, les tanins et leurs phénols ont un peu des couleurs bien précises, autant les quinones sont brunes. Et ça vous explique qu'avec le temps et l'oxydation des tanins, vous allez petit à petit avoir un vieillissement qui va faire tourner votre vin à une couleur un petit peu brune. Le vin rouge tuile, puis brunit, le vin blanc dore, puis brunit, et à la fin, un vin de 59, quelle que soit sa couleur, il est brun. Comme un madère, par exemple, qui est très oxydé dès le départ et qui est brun. Ça nous explique donc pas mal de couleurs, et ça explique notamment cette couleur dorée qu'ont les vins botrytisés. Alors les vins botrytisés, c'est des vins qui sont faits avec des raisins récoltés un tout petit peu tard en saison, qui sont attaqués par un champignon, le botrytis, ce qu'on appelle la pourriture noble.
quand ça attaque les raisins, c'est une pourriture noble. Et ce champignon, ce botrytis, il n'aime pas trop les tanins. Je vais vous dire, les tanins, c'est des composés de défense des plantes. C'est des choses qui les aident à se défendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup dans la peau du fruit qui sont en quelque sorte ses frontières extérieures. Et la stratégie de ce botrytis pour se débarrasser de ces tanins qui l'enquiquinent, c'est de les oxyder. D'où le brunissement des fruits, et d'où le fait que le vin qu'on va tirer sera d'emblée un peu plus avancé en couleur, parce que ces flavonoïdes et sa quercétine auront été plus oxydés, il sera doré. Voilà pour la couleur. Vous voyez que cette couleur, elle est construite par des tanins, mais il ne s'arrête pas là. Car on ne va pas faire que regarder ce vin, enfin, vous aussi, moi non, on va pouvoir le sentir. Ça, c'est l'odeur, c'est ce qu'on appelle techniquement le nez, une olfaction que je vais appeler directe, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. On va y revenir à l'odeur. Et dans cette odeur, les tanins sont présents. Ils font partie des molécules qui permettent l'odeur, car, par essence, les tanins sont pris d'une hésitation. Leur cycle aromatique, le cycle benzénique dont je vous parlais, n'aime pas trop être dans l'eau, il a plutôt envie de passer dans l'air. La fonction alcool, elle, est bien retenue dans l'eau. Alors ils hésitent entre les deux, et il y a une partie d'entre eux qui se volatilise, et ils contribuent aussi aux arômes. D'ailleurs, quand ils s'oxydent, ils donnent des quinones, des dérivés qui sont beaucoup moins à l'aise dans l'eau globalement, et qui sont plus volatiles. Et ça c'est important, parce que dans le vieillissement du vin, vous transformez des tanins assez solubles en dérivés quinoniques, qui sont beaucoup moins solubles, et qui donc passent plus dans l'air, et dégagent plus d'arômes. Ça explique aussi les pratiques finales. Quand on ouvre le vin, on le carafe, on le laisse s'oxyder un petit peu dans certains cas, ou on le met dans un verre à pied, qui va permettre de l'agiter légèrement. Alors ça augmente la surface d'échange avec l'air, et donc ça dégage un nez que vous allez devoir deviner, mais ça oxyde aussi les tanins et ça provoque la formation de ces formes quinoniques qui vont passer dans l'air et amplifier l'odeur. D'ailleurs, le bouchon qui sert à boucher la bouteille est légèrement perméable à l'oxygène. Alors bon, très très légèrement, hein. Il ne s'agit pas de transformer notre vin en vinaigre, mais il laisse passer l'oxygène sans laisser trop sortir l'eau et l'alcool du vin. Le bouchon, arrêtons-nous 2 secondes sur le bouchon. Au-delà de son rôle pour permettre une très légère oxydation qui mature les arômes du vin, il est fait d'une molécule qui s'appelle la subérine, qui est une molécule imperméable qu'on trouve dans l'écorce de tous les arbres. C'est une sorte d'imperméabilisant qui empêche que les sèves ne s'évaporent directement. Et cet imperméabilisant, on le récupère pour faire des bouchons, mais la subérine, vous savez, c'est un tanin. Alors c'est un tanin de très grosse taille, donc il ne va pas passer dans le vin, bien sûr, il n'est pas soluble dans le vin, mais il nous joue des tours parfois. Car si jamais ce tanin, cette subérine, est abîmé, endommagé chimiquement, il peut donner des dérivés chlorés, comme le chloranisol, qui donne le fameux arôme de bouchon. On dit le goût de bouchon, mais en fait c'est surtout un arôme, on va y revenir. Le goût de bouchon, c'est encore une histoire de tanins, ce n'est pas forcément ceux qu'on souhaite, mais ça nous rappelle que les tanins sont très présents dans l'odeur. L'odeur, mais aussi le goût. Oui, parce que c'est bien de flairer, de regarder son vin, mais on en arrive au moment essentiel, c'est celui de le goûter. Le goût, c'est essentiellement, pour simplifier, l'amer, le salé, le sucré et l'acide. Il y a tout ça là-dedans. Il y a toutes ces notes, même si l'amer n'est pas forcément très prononcée. Et en fait, dans ces notes-là, eh bien, les tanins contribuent à 2 choses. Ils peuvent donner des impressions sucrées, des impressions. Mais surtout, ils font l'amertume du vin. Une amertume à laquelle on est souvent habitué et qu'on ne repère plus. Mais effectivement, les tanins sont amers. Alors, arrêtons-nous 2 secondes sur cette amertume. Ces molécules que vous voyez là ne sont pas très très bonnes pour la santé en grande quantité. Rien à voir avec les quantités du vin, hein, mais ce sont des molécules, à la base, je vous le disais, par lesquelles les plantes se défendent. C'est des molécules qui d'ailleurs étaient un petit peu désagréables aux botrytis tout à l'heure. Et dans notre évolution, nous avons été sélectionnés pour percevoir l'amertume des tanins de façon à ne pas en manger trop. Parce que c'est vraiment pas bon pour la santé, ça abîme le foie, ça abîme les reins si on en mange trop. Et donc, il nous reste cette détection amère des tanins, et ils font l'amertume du goût des vins. Ça, c'est le goût à proprement parler, et qui nous rappelle qu'il ne fait pas bon manger tous les tanins. Rassurez-vous, dans le vin, il n'y a pas d'excès de tanins, mais il y a assez de tanins pour qu'il contribue à un toucher en bouche. Alors le toucher en bouche, c'est un petit peu bizarre, mais je suis sûr que vous le connaissez sous un autre nom. C'est l'astringence.
Vous savez, quand on goûte un vin, en bouche, il a une épaisseur, une présence. Il peut avoir, au passage, dégagé une impression veloutée, parfois plus râpeuse, parfois même, ça laisse une impression de sable dans la bouche. Ça, c'est l'astringence, le râpeux du vin, qui est plus ou moins prononcé, qui va de l'agréable ou parfois désagréable, c'est quelque chose qu'on doit au tanin. Et vous allez découvrir quelque chose sur vous que vous n'avez peut-être pas aimé entendre, vous êtes rugueux. Votre bouche vous donne une impression de douceur, de lisse, qui est tout à fait illusoire. C'est dû à des protéines qui sont dans la salive et qui lubrifient votre bouche. Lorsque les tanins arrivent dans la bouche, ils ont tendance à interagir avec les protéines et à faire des espèces d'amas qui empêchent ces protéines d'agir. Et du coup, vous sentez votre bouche. Alors, vous n'avez pas la chance d'avoir un verre de vin, mais vous allez avoir une compensation. Je vous propose de mettre votre langue, le bout de votre langue, sur votre palais. C'est assez lisse, hein ? Bon. Maintenant, avec le bout de votre langue, vous allez frotter très fort pour expulser, pour nettoyer tout le lubrifiant. Allez, frottez fort avec votre langue, là. On voit qu'il ne frotte pas. Frottez, frottez. Et maintenant, tâtez votre palais. Il est plus râpeux, hein ? Il est beaucoup plus râpeux. Ben oui, vous avez enlevé le lubrifiant. Alors, cette astringence, elle est plus ou moins prononcée selon le type de tanin, selon leur concentration, et elle va effectivement vous donner en bouche une impression qui est mécanique. Car cette impression, si vous mettez votre langue sur votre palais et que vous ne la bougez pas, vous pouvez sentir si votre palais est rugueux ou lisse ? Non. Le propre du toucher, c'est qu'il demande un mouvement pour être éprouvé. Si je mets mon doigt sur cette table, je ne sais pas si, faites ça sur le fauteuil par exemple, je ne sais pas si c'est lisse ou non, il faut que je bouge pour savoir que c'est lisse ou que c'est rugueux. En d'autres termes, ce qui se passe dans votre bouche, c'est la même chose. Tant que vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas sentir l'astringence. L'astringence, elle se sent quand votre langue bouge. D'ailleurs, votre palais, vous l'avez senti en le tâtant avec la langue et pas en laissant la langue immobile dessus. C'est vraiment un toucher avec la langue, et ça explique que souvent, les spécialistes aiment bien mâcher le vin. En faisant bouger les joues et la langue pour justement bien exhaler quelle sensation mécanique, est-elle douce ou désagréable, ils obtiennent. Mâcher votre vin, c'est le toucher. Et vous savez que les vins qui ont séjourné en fût sont souvent beaucoup plus astringents en bouche que ceux qui ne sont pas passés en fût. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que dans le bois du fût, dans le bois, il y a des tanins. Et dans le bois du fût, vous allez retrouver un certain nombre de ces tanins. Si les fûts sont assez jeunes, ils libèrent des tanins qui vont aller dans le vin. Mais il y a mieux. Le bois, c'est dur. Pourquoi est-ce que c'est dur ? C'est parce que ça s'est imprégné d'une molécule durcissante qu'on appelle la lignine. Et la lignine, si vous regardez sa formule, alors c'est une molécule énorme, hein, là il n'y en a qu'un bout, vous repérez plein de phénol. C'est encore un tanin, mais un tanin géant. Alors il ne risque pas de passer dans le vin, vous allez me dire, avec cette taille-là. Oui, mais quand on prépare les fûts, on se livre à une opération qu'on appelle le bousinage. Alors je ne sais pas si vous connaissez le bousinage, ça consiste à allumer un feu au cœur du fût, un feu très fort, et selon la commande du vigneron, de faire durer ce feu plus ou moins longtemps. Ce feu va casser par la chaleur la molécule de lignine en petits morceaux qui, eux, sont des tanins de suffisamment petite taille pour passer dans le vin. Et donc, vous allez aussi avoir des tanins qui viennent de la lignine, c'est-à-dire de ce qui fait que le bois est bois, de ce qui fait que le bois est dur. Alors ces tanins-là, selon la chauffe, comme on dit, c'est-à-dire selon le degré et la durée du chauffage imposé, ces tanins-là vont être soit légèrement vanillés, si on a juste un peu chauffé, soit on va trouver les fameuses notes empyreummatiques, les notes de pain grillé, de grillé, soit si on chauffe encore plus, on va avoir des notes chocolatées, éventuellement des goûts de bois, et quand on chauffe trop, ça nous donne un bourbon, par exemple, est fait dans des fûts extrêmement chauffés. Je vous laisse goûter un bourbon pour voir que finalement, la délicatesse de la chauffe, ça vaut la peine d'être étudié. En tout cas, nous en avons presque fini, mais non, pas encore tout à fait, car il nous reste encore à revenir sur l'odeur. L'odeur, elle est encore là. En bouche, le vin, c'est plus que de l'amertume, c'est plus que du salé, c'est plus que du sucré. Nous avons une zone de l'odorat qui se trouve tout en haut du nez.
Et nous avons vu précédemment que nous pouvions sentir le vin directement en faisant passer de l'air pris sur le verre vers le nez. Mais quand le vin est en bouche, et avec la chaleur de la bouche en particulier, il y a d'autres molécules qui vont se dégager, qui vont passer dans l'arrière-nez. On parle de rétro-olfaction. Et ça, c'est l'essentiel des sensations, enfin c'est une grande partie en tout cas des sensations du vin en bouche. Et je vous invite à faire l'opération en prenant n'importe quel aliment un peu sapide. Vous le mettez dans la bouche, alors il va exhaler par exemple une odeur de fraise, et puis Vous allez vous boucher le nez. En vous bouchant le nez, vous empêchez les circulations d'air entre la bouche et le nez, et donc les odeurs ne circulent plus. Et là, vous allez ressentir que votre aliment, votre fraise par exemple, est acide, votre fraise a un tout petit peu d'amertume, elle a des tanins d'ailleurs, hein. Mais vous n'allez pas du tout ressentir le goût de fraise. rouvrez le nez, vous rouvrez à la circulation l'arrière-nez, et là vous allez retrouver les arômes. Alors ça c'est vraiment important, hein, parce que cette rétro-olfaction c'est l'essentiel de la diversité éprouvée en bouche sur n'importe quel produit. Et elle diffère de l'olfaction directe. Un Munster, ça pue. Une fois que c'est dans la bouche, ça dégage une odeur très agréable. Et oui, les conditions physico-chimiques ne sont pas les mêmes. Il y a la salive, il y a la mastication, il y a la chaleur, et ce qui s'échappe n'a rien à voir avec ce qui s'échappait du Munster sur la table. Dieu merci. En plus, dans la bouche, il y a aussi de l'air, et vos tanins vont continuer à voir s'oxyder les fonctions phénols qu'ils possèdent et à donner des dérivés qui sont volatiles. Et donc, on va avoir encore plus de molécules qui vont passer dans le nez. D'ailleurs, c'est la raison d'une pratique peu ragoûtante à écouter. Le grumage, il consiste à faire passer de l'air dans le vin. Alors ça emporte les arômes, bien sûr, et ça va flatter la rétro-olfaction, mais ça oxygène le vin, encore une fois, et dans la bouche. Oxygénation finale dans la bouche, qui donc délivre ces quinones qui sont plus volatiles et aromatiques. C'est pas fini. Il y a encore une dernière étape, c'est que quand on a dégluti le vin, et qu'on souffle dans son nez, parce que c'est ce qu'il faut le faire pour la rétro-olfaction, apprenez à souffler dans votre nez quand vous mangez, il y a une longueur en bouche, il y a une persistance, le vin n'est plus là, mais son odeur est restée. Pourquoi ? Les tanins s'accrochent aux protéines, vous vous souvenez, il y en a qui s'accrochent aux protéines de nos joues, de nos gencives. Et quand le vin est parti, ils sont encore là. Et du coup, ils vont lentement être libérés ensuite, d'autant plus qu'ils s'oxydent et ils passent sous des formes quinoniques, parce que là, ils sont en présence de beaucoup d'air, et remonter dans l'arrière-nez et faire persister le plaisir du vin après le vin. Voilà comment les tanins font jusqu'à la mémoire du vin après qu'on l'ait avalé. Vous avez donc vu que dans ces verres, il y a des tanins. Et je voudrais terminer avec un problème épineux, celui de l'accord des poissons et des vins. Vous savez que sur les poissons, beaucoup de vins rouges, notamment, ne sont pas très agréables, hein. Ça donne un goût métallique. Alors ce goût métallique est très intéressant. Ce n'est pas vraiment le goût de métal, c'est le goût de quelque chose qui est lié au métal. Les tanins entraîne du fer. Et du fer, il y en a dans la tuyauterie en cave, il y en a un peu partout. Et ce fer qui est entraîné par les tanins, et d'autant plus entraîné qu'il y a beaucoup de tanins, il réagit avec les acides gras insaturés des aliments pour donner des dérivés qui ont cette odeur métallique et désagréable. Alors évidemment, quand vous prenez un poisson, vous avez beaucoup d'acides gras insaturés, on vous dit même que c'est bon pour la santé à cause de ça. Et si vous mettez un vin très riche en tanins, comme l'est un rouge, puisqu'il a macéré avec la peau et qu'il a extrait de la peau un certain nombre d'arômes, eh bien, quand vous utilisez un rouge, eh bien, vous dégagez cet arôme. Si vous prenez un poisson qui est peu riche en acides gras, comme un thon, vous pourrez aller jusqu'au vin rouge, mais si vous avez un poisson très riche en acides gras, comme une sardine ou un maquereau, oubliez le vin. Ce ne sera jamais parfait. Si en revanche, le poisson n'est pas trop riche en acides gras, tout en ayant quand même, essayez le blanc. Un blanc, ça a 5 à 10 fois moins de tanins qu'un rouge, en gros, et donc ça a aussi beaucoup moins de fer. Et un blanc, ça peut passer sur le poisson. Celui-là, par exemple. Vue, odeur, toucher, goût. Vous avez vu ? Tous les sens sont convoqués dans une dégustation. Et pour le coup, il n'y en a qu'un de sens qui ne soit pas convoqué, c'est celui de l'ouïe. Mais c'est sans doute pour ça qu'on trinque. C'est pour compenser ce léger manque,
auquel les tanins n'apportent pas grand-chose. Et ça, il va falloir le continuer à table, car quand vous allez mettre des aliments dans la bouche, cependant que le vin évolue puisqu'il est dans le verre ou que la bouteille est ouverte, ces sensations vont se trouver changées, renouvelées, différentes. Il faut continuer la dégustation à table. Il est complètement vain de déguster seulement le vin sans aliments. La dégustation continue pendant tout le repas. L'attention à l'évolution de la couleur, l'attention à l'évolution de l'arôme, l'attention à l'évolution du goût, l'attention à l'évolution de la persistance, c'est quelque chose que vous devez pratiquer tout au long du repas, incessamment. Buvez moins, percevez plus.